Et bonsoir tout le monde les gens. Alors vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur l'émulation. Alors on va la faire cette vidéo, mais je vous le dis tout de suite, si je commence à aborder le sujet émulation avec vous, je vais être obligé de faire une série de vidéos. Parce que le sujet, il est hyper large, comme ma bite. Et on va partir de l'émulation la plus haut de gamme jusqu'à la plus bas de gamme. On va commencer par l'émulation FPGA, ensuite on s'attaquera à l'émulation PC, l'émulation sur carte dédiée et les micro-ordinateurs, et ensuite on fera une vidéo sur l'émulation et la loi. Parce que là, je vous le dis, vous m'avez donné plein de boulot. Je vous déteste. Et comme il y a un début à tout, on va commencer par la définition de l'émulation. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi l'émulation ? Émuler, verbe transitif. Utiliser une technique dite d'émulation pour parvenir à faire fonctionner un programme, un jeu, une application informatique sur un système qui n'est pas compatible normalement. Et les premiers émulateurs qui ont été créés, ça remonte à loin les amis. On est en 1962. Et c'était des programmes pour rendre compatibles les programmes de l'IBM 1401 sur l'IBM 705. Et à l'époque, des programmes d'émulation, il y en avait plein. Parce que dites-vous que tous les ordinateurs des années 60 et 70, c'était toutes des architectures différentes. Donc ils étaient obligés de créer des programmes d'émulation d'un ordinateur à un autre. Donc des émulateurs, par sa définition, il y en a toujours eu. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, on va pas se mentir, c'est l'émulation sur les jeux vidéo. Le premier émulateur date de 1995 et c'était l'émulateur Virtual Game Boy. Créé par un certain Marat Fatzoulin. Bon, est-ce que vous regrettez le prénom que vos parents vous ont donné ? Un petit génie de l'informatique pour lequel on a eu droit l'émulateur NES, MSX, ColecoVision, Game Gear, SG-1000 Master System, c'est la même architecture, Game Boy Advance et ZX Spectrum. Mais il n'a pas que créé les émulateurs au final. Pour pouvoir créer ces émulateurs, il a fait tout le rétro-engineering de la machine. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi le rétro-engineering ? Il va pas nous faire ça tout le long de la vidéo celui-là, hein. Le rétro-engineering, on va la faire simple. Il a ouvert la bécane, il a essayé de comprendre comment tout ça marchait là-dedans, et il a essayé de les reproduire informatiquement. Et oui les amis, c'est souvent ça, des petits solos, génie en informatique, qui créent de grandes avancées. Et pour avoir lu son CV, le monsieur a été débauché quelques années plus tard pour travailler chez Intel. Je vous laisse en faire vos déductions. Alors tout ça, c'était pour vous raconter vite fait l'histoire de l'émulation en général. Et maintenant, même si l'émulation pour encore certaines personnes, c'est encore un peu obscur, c'est un peu rentré dans les mœurs. Et c'est bien tout à l'heure qu'on ait parlé de rétro-engineering. Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Prends une chaise, mets-toi assis, prépare un Doliprane. Quand tu regardes à l'intérieur d'une console ou d'une PCB arcade, qu'est-ce que tu vois ? Toi, au final, tu vois qu'une grosse PCB verte avec plein de composants dessus et de résistance. On est d'accord. Et si tu cherches un peu à savoir tout ce qu'il y a dedans, tu vas te rendre compte que dedans, il y a un processeur, un chipset sonore et tout plein d'autres composants qui ont des rôles précis. Un composant ou une puce qui a un rôle précis, on appelle ça aussi un ASIC. Alors, je vous mets la définition dans un petit coin. Un ASIC, c'est quoi ? C'est une puce préécrite qui est là pour exercer une ou plusieurs fonctions bien distinctes. Je vous donne un exemple, le Yamaha YM2612, composant sonore de la Mega Drive, et que l'on retrouve encore dans plusieurs synthétiseurs Yamaha de l'époque. Lui, il sait faire que de la musique par exemple. Dans la série des puces dédiées au son, parlons aussi par exemple du SID 6581 ou appelé MOS 6581 qui s'occupait du son dans nos bons vieux Commodore 64. Interlude musical de Paolo Milano. Tiens, je la connais cette musique. Voilà, comme ça, vous savez. C'était l'interlude musical de Paolo Milano. Et des ASIC, à l'heure actuelle, on en trouve partout. Pour gérer tes bandes LED, pour gérer ta carte son, ou tout simplement pour miner du Bitcoin. Seule solution actuelle pour miner du Bitcoin encore. Et vu que cette puce est dédiée à faire que des fonctions précises, elle le fait très bien et très rapidement. Parce que si tu creuses un petit peu plus profond dans la puce avec un microscope, tu verras que c'est une série de portes logiques qui est juste là pour répondre à une seule ou plusieurs fonctions précises. Alors imagine-toi un énorme ASIC
capable de contenir toutes les puces d'une machine entière, en termes de porte logique et de matrice de routage, en conservant toutes les fréquences de fonctionnement, avec plein d'entrées et de sorties. Le tout reprogrammable à la volée. C'est de toute beauté. Je vous présente donc le Mister FPGA. Je vous laisse l'admirer de tous les côtés, les amis. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça, Paolo? On part sur la base d'un DE10 Nano. C'est une carte de programmation dédiée à la technologie FPGA. Eh oh, Jamy! Ta gueule, toi! Une puce FPGA, c'est ni plus ni moins qu'un ASIC reprogrammable à l'infini et à la volée. Et je vous le dis tout de suite, la puce contenue dans le DED10 Nano, le Cyclone 5, est tellement énorme, ma bêta, qu'elle peut contenir des machines entières en termes de porte logique et de matrice de routage. Et les petits génies en informatique, quand ils ont vu ça arriver, le tout couplé à une sortie HDMI, un port USB, un port Ethernet et une carte SD, ils ont vu le futur. Et c'est cette carte, le DED10 Nano, couplée à plein d'autres cartes qui créent le Mister FPGA. Alors je vais vous faire la visite détaillée et on va utiliser l'autre caméra pour le coup. Alors déjà, on va vous simplifier la vie, on va enlever l'étage de tout au-dessus et on y reviendra après. Alors le voilà. Là, vous avez un Mister FPGA. Ici, en plein milieu, vous avez la carte principale, le DED10 Nano. Alors je vous en mets une photo qui va popper ici du DED10 Nano. Je vais pas m'amuser à tout démonter, les amis, parce que ça va devenir un peu compliqué. Vous avez la carte additionnelle en dessous que vous voyez ici. La carte additionnelle en dessous est juste un hub USB avec 7 ports USB qui vous permet de brancher tout ce que vous voulez. Manette en USB, dongle Wi-Fi, dongle Bluetooth, un disque dur pour du stockage. En l'occurrence, moi j'ai imprimé un petit boîtier pour mettre un disque dur de 1 Tera pour stocker mes ROM. Je vous mets le lien dans la description si vous avez une imprimante 3D et que vous êtes un petit maker en herbe. Alors on revient sous la carte principale, les amis. Ici, vous avez juste ici le lecteur de carte SD. Vous avez ici les modules de 128 mégas de SD-RAM pour respecter les vitesses d'horloge de l'époque. Alors en l'occurrence, sur mon Mister à moi, les amis, c'est un Mister Deluxe. Donc moi, j'ai 2 modules de 128 SD de RAM. Et c'est pas obligatoire, je vous le dis tout de suite, vous comprendrez après dans la vidéo. Juste ici, les amis, vous avez encore un autre module entre les deux qui vous permet de mettre une pile pour les sauvegardes sur les ordinosaures. Là, vous avez votre port HDMI, votre port alimentation et ici un petit port micro USB qui vous sert à faire le pont sur le hub. Va rentrer dans le trou, toi. L'étage du dessus, c'est la carte IO Board, entrée-sortie, avec des boutons pour naviguer dans l'OS. Alors ici, j'ai rajouté un petit ventilo de chez Noctua de 4 cm de diamètre pour le refroidir silencieusement. Sur l'IO Board, vous avez encore un port micro SD pour ajouter encore du stockage en plus. Et vu que l'IO Board alimente la carte DED10 Nano, vous avez ici un bouton on-off. Et là, vous avez encore des sorties digitales optiques pour le son. Et ici, le port pour l'alimenter. Alors ça, les amis, c'est un peu le Mister FPGA de base. Mais vous pouvez très bien prendre qu'une barrette de SD-RAM et une IO Board analogique avec directement la sortie VGA dessus. Alors pourquoi moi j'ai mis double RAM? Parce qu'il y a certains émulateurs qui tournent mieux en dual RAM, genre la Nintendo 64 ou l'Atari Jaguar. Et tout le haut, je vous le dis sincèrement, je l'ai fabriqué à l'imprimante 3D. Merci mon gros bille qui me fait tous mes caprices à l'imprimante 3D. Et parce que je suis un chieur de merde, Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste... et que je voulais le Mister FPGA ultime, j'ai rajouté encore dessus un MT32Pi. Alors, le MT32Pi, c'est un module qui est censé émuler le Roland MT32. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Roland MT32, je vous mets une photo juste ici et dites-vous que c'était un synthétiseur qu'on branchait sur les PC à l'époque pour avoir encore un meilleur son. Alors, un MT32Pi, les amis, c'est un Raspberry Pi A+, couplé à une petite interface qu'on trouve un peu partout sur le net. Et moi, à l'arrière, j'ai encore rajouté un DAC pour transformer la sortie digitale en analogique. Ce MT32, moi je le plug au-dessus de mon Mister pour le plus beau des effets. Et le Roland MT32, ça avait un son de ouf à l'époque.
Allez voir des comparatifs sur internet, vous verrez, c'est incroyable. Et je préfère vous le dire tout de suite, toute la partie son au-dessus n'est pas obligatoire. C'est vraiment un plus. Car je tiens à vous le dire tout de suite, juste un DED10 Nano avec une barrette de SD-RAM et une carte SD pour mettre votre OS et quelques jeux dedans, ça fonctionne. C'est le minimum qu'il faut pour créer un Mister FPGA. Et c'est aussi un peu pour te simplifier la vie. Et à force d'additionner les cartes et les périphériques, moi il a fallu que je change la lime. Oui, parce que la lime est fournie dans le DED10 Nano. Et je tiens aussi à dire que tous les programmes que l'on injecte dedans pour le faire fonctionner sont gratuits en téléchargement libre sur internet. Alors une fois qu'on a monté un Mister FPGA, qu'est-ce qu'on fait tourner là-dessus? On fait tourner tous les ordinosaures à la perfection. Amiga, Atari, X68000, etc., etc. Et on fait tourner toutes les consoles jusqu'à la Nintendo 64. À peu près. Je dois oublier quelques vieilles consoles, mais toutes les principales, ils y sont. Magie du montage, je vous mets tout ça en action. Oh, la magie du montage! Alors, je sais pas si vous allez arriver trop à le voir sur la caméra principale, mais ici, je vous fais tourner la Neo Geo sur Mister FPGA avec sa manette d'origine. Ma console de cœur, fallait bien que je la place. Et pour avoir une Neo Geo à la maison, même plusieurs, et avoir fait tous les comparatifs possibles et inimaginables dessus, c'est la meilleure solution que je connaisse à ce jour. Et je vous le dis tout de suite, quand je fais, moi, ce genre de combo... à la frame et que ça a le malheur de pas sortir, moi je casse le stick. Et ça fait 25 ans que j'y joue, croisant mon expérience. Mais il y aurait que ça qui tournerait à la perfection dessus. Ça serait dommage. La NES tourne impeccable. La Super NES, les amis, c'est que du bonheur. La Mega Drive, ça tourne parfaitement, les gars. Les amis, la PlayStation tourne nickel. Et la Nintendo 64 marche du feu de Dieu. Et la Sega Saturn, qui a été pendant très longtemps très dur à émuler, tourne du feu de Dieu. Il n'y a aucun souci pour la Sega Saturn. Et là, je vous le dis, les gars, vous aurez jamais un tel rendu pour jouer à vos jeux rétro. D'ailleurs, parlons-en du rendu, tiens. Et là, je vais distribuer des claques. Avant les années 2000, voire un peu plus, toutes les consoles et ordinosaures, tous les jeux ont été conçus et fabriqués pour tourner sur des écrans 4 tiers. Avant 2000, cherche pas, il n'y avait que 7 jeux conçus pour jouer en 16 neuvième. Et encore, c'était du 16 neuvième anamorphique, donc on n'en parle même pas. Arrêtez de jouer à vos jeux en 16 neuvième étiré. Moi, quand je vois des trucs comme ça, ben j'ai envie de distribuer des claques. Et puis merde, à l'époque, les constructeurs de jeux calculaient nos jeux pour des écrans comme ça. Et les écrans d'époque, c'était des bons vieux cathodiques avec des bonnes vieilles Skyline. Allez me dire que ça, c'est plus beau que ça, ou que ça, c'est plus beau que ça. Alors je vous en supplie, gardez vos vieilles TV cathodiques. Au moins juste pour jouer à vos jeux rétro. C'est là-dessus que vous aurez la meilleure expérience rétro gaming. Et un conseil que je vous donne, si vous n'avez pas un petit CRT 4 tiers qui traîne chez vous, empressez-vous d'en trouver un. Parce que un de ces jours, vous n'en trouverez plus. Et allez faire un petit tour sur eBay, voir le prix des CRT haut de gamme. À quel prix ça peut monter, ça vous fera réfléchir. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu dégages. Autre petit aparté aussi, les gars. Le jeu vidéo, c'est aussi un feeling. Essayez autant que possible de jouer sur des manettes rétro qui correspondent au système sur lequel vous jouez. Une Neo Geo, une Nintendo 64 ou une Mega Drive n'a pas du tout le même goût quand t'as pas la manette dans les mains. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Moi, un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un large panel de manettes que vous puissiez changer selon le système que vous utilisez. Chez 8BitDo ou RetroBit, ils font d'excellentes manettes en USB rétro qui se rapprochent vraiment de ce qu'on avait à l'époque. Et si vous avez encore vos vieilles manettes d'époque, depuis pas longtemps avec un Arduino Pro Micro, je vous mets une photo ici, un peu de bidouille et les logiciels Diamond Bit, vous pouvez même créer vos adaptateurs zéro latence et à moindre coût. Faut juste être un petit peu bricoleur, mais bricoler pour moi, c'est un petit aspect ludique qui m'est pas déplaisant. Mais je sais très bien que parmi vous, il y en a, ils aiment pas bosser.
Et maintenant, on va aborder les sujets qui fâchent un petit peu. Si t'étais déjà assis, je te conseille de te coucher sous le canapé, parce que les gars, un Mister FPGA comme ça revient plus cher qu'une PS5 Pro. Je vous mets les calculs ici de tout ce que j'ai dépensé dans ce Mister FPGA. Parce que quand tu additionnes les trucs un par un, le prix, il fait que de grimper. Puis le DED 10 Nano, eh ben il est pas donné. Si vous vous plaignez des hausses de prix de Nvidia, avant Covid, un DED 10 Nano, ça valait 117 €. Maintenant, c'est 250 € quand t'arrives à en trouver un. La pénurie, le coco, la guerre, mon cul sous la commode, tous les excuses sont bonnes pour une montée de prix. Enfin bref, je vais pas t'apprendre, tu connais. Et beaucoup s'amusent à le vendre beaucoup plus cher que ce que ça vaut. Il y en a qui s'amusent à le vendre jusqu'à 500 € le DED 10 Nano. C'est la fête! Mais n'oublie pas un truc, le minimum pour jouer au Mister FPGA, c'est le DED 10 Nano, une barrette de RAM, une petite carte SD, et c'est bon, tu peux jouer. Et là, ça revient à 300, 350 €. Alors vous allez me dire, 300, 350 €, c'est déjà cher. Ouais, mais voilà, c'est le prix pour avoir l'excellence niveau rétro gaming. Alors pour ceux qui savent pas bricoler et puis qui veulent acheter le truc tout fait, n'oubliez pas que Antonio Villena, un espagnol, crée ses interfaces et revend des Mister FPGA déjà tout configurés et fonctionnels. Mais allez voir un tour sur son site, c'est pas si donné que ça. En matière d'émulation FPGA, il y a aussi Analog, qui fait des hardware FPGA dédiés selon les machines, où c'est que tu peux mettre tes cartouches d'origine. Mais là aussi, ça coûte un bras, c'est toujours en rupture de stock, et les délais de livraison, ils sont insane. Et mon petit avis perso à moi, c'est que j'ai l'impression que c'est des voleurs au final. Parce qu'ils attendent toujours que les corps soient implantés dans le Mister FPGA pour sortir leur hardware dédié. Et si vraiment t'es fan de rétro gaming et qu'après tout ce que je t'ai dit, ça te chauffe toujours, je te mets tous les liens dans la description pour t'en fabriquer un. Qui sait, peut-être t'es un riche. Alors oui, en effet, je suis riche, mais c'est parce que j'ai gagné au loto il y a 5 ans. Ou peut-être que comme moi, petit à petit, tu vas arriver à t'en faire un. Bon voilà les amis, on approche à la fin de cette vidéo. C'était la première vidéo sur une série de vidéos dédiées à l'émulation. Et comme je voulais commencer par les choses les plus compliquées pour avoir les choses les plus simples à faire après, je voulais commencer par le plus haut de gamme, le plus compliqué, le Mister FPGA. D'autres vidéos arrivent sur l'émulation et rassurez-vous, avec des solutions plus simples et beaucoup moins chères, voire même gratuites. Donc ne vous inquiétez pas. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le like, l'abonnement et n'hésitez pas aussi à en débattre dans les commentaires, dans le respect et la politesse. Et puis les commentaires, c'est aussi bien pour le référencement. C'était Paolo Milano, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous.